Merci Fabrice Bonifay d'être avec nous pour la deuxième année consécutive au Next Gen Summit. L'année dernière au Bivouac, sur le Summer Camp, et cette année ici. Alors le risque, ce matin on a entendu Imatera, on a entendu Decathlon, on a entendu Arcadie, sur qu'est-ce que ça voulait dire être une entreprise régénératrice. Alors je précise que j'ai eu la question à midi. Régénératrice, c'est en bon français, et régénérative, c'est en français plus douteux. Voilà. Mais sentez-vous très détendu à dire les deux. Moi, je n'en ai rien à faire. Et je pense que nous n'en avons rien à faire. Mais simplement, moi, j'aime bien écrire français en français, donc j'écris régénératrice, mais c'est juste pour expliquer pourquoi on dit régénératrice et pourquoi on entend souvent régénérative. Donc ça, c'était un détail, mais ce matin, donc, on a entendu des témoignages d'entreprises ou de projets plutôt de petite taille. Decathlon est un géant, mais le projet dont Luc Tierling nous a parlé, qui est passionnant, qui est un vrai modèle régénératif pour le coup et qui change complètement le business model du retail, est petit aujourd'hui, mais a vocation à grandir. Et puis on a eu la présidente de KPMG tout à l'heure, et toi, alors tu es là plutôt au titre du C3D. Tu nous diras ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Et puis également, que tu le veuilles ou non, tu es chez Bouygues, et donc tu as aussi l'image d'un grand groupe. Et quand on parle des grands groupes, le risque qu'on prend, c'est qu'on nous dise, voilà, c'est du greenwashing, c'est plat, c'est corporate, etc. Alors quand on connaît les sociétés de l'intérieur, on sait que c'est pas le cas, qu'il se passe des vraies choses. En tout cas, chez KPMG, c'est une certitude. Moi, je le sais, je suis au premier rang, parce que on travaille avec eux. Et sur Bouygues, je ne répondrai pas à ta place. Mais ça, c'est déjà un premier point que tu peux prendre dans ta liste, qu'on a dû te poser 1000 fois, mais c'est peut-être une bonne introduction, un bon handover en anglais entre ce qu'on a fait tout à l'heure et ce qu'on fait maintenant. Même si, encore une fois, tu es plutôt là au titre du C3D. Donc nous dire si des boîtes comme Bouygues, alors KPMG, j'ai pas de doute, je l'ai exprimé, mais des boîtes comme Bouygues qui quand même font de la construction, ou des boîtes d'automobiles, etc. Mais même le retail chez Decathlon, c'est quand même très très perturbant en termes d'entreprise régénératrice. Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'oser en parler? Tu as dû te faire bâcher 50 fois sur Twitter, sur LinkedIn, sur les médias, donc tu es rompu à ça. Mais comme tu es quelqu'un de très authentique et sincère, c'est plutôt cette réponse que je pense beaucoup attendent ici, c'est comment on peut rester chez Bouygues et parler de ces sujets de manière authentique et concrète. Et puis, on a sorti chez Next Gen un livre blanc il y a quelques jours qui s'appelle Les nouvelles boussoles, autrement dit comment on sort du PNL, top line, bottom line, qu'on connaît depuis la dernière révolution industrielle qui agite toutes les bourses du monde, et comment on passe à une évaluation un peu systémique de notre impact. Voilà, donc je ne vais pas déflorer le sujet, mais ça, est-ce que c'est possible, et comment tu vois que les acteurs les plus en avance sur le pilotage à 360, parce que c'est pareil, quand vous faites de la décarbonation, on vous dit, mais il y a Orki derrière qui permet de mesurer votre décarbonation, on vous dit, c'est sympathique, mais vous travaillez sur 1/10 du problème, voire 1/100 du problème, parce qu'il y a le plastique dans les océans, il y a l'azote, il y a l'ozone, il y a 1000 choses, sans parler des impacts sociétaux. Donc ça, c'est le premier point. Je fais un groupir pour que tu puisses répondre d'un coup et gagner du temps sur les questions. Donc c'est comment on mesure les progrès et comment on pilote, y compris les grandes entreprises là-dedans. Comment on encourage à ne plus produire ou à ralentir la production du non essentiel. Est-ce que c'est possible? Je regardais une émission là sur, je fais pas de pub pour Netflix, mais il se trouve que je regardais ça, c'était les gens qui sont les minimalistes. Moi, ça me fascine, le minimalisme me fascine en management. Je pense que je suis en train d'écrire un livre là-dessus, mais également dans les comportements. Vous imaginez, vous êtes chez vous et vous enlevez tous les jours un objet inutile par jour, où vous pouvez le faire le premier jour 1, le deuxième jour 2, et ainsi de suite, et vous verrez que vous arrivez à enlever toute l'année et vous avez encore des trucs totalement inutiles chez vous. Donc comment on fait pour ralentir la production du non essentiel? Et puis rendre la sobriété désirable, puisque finalement ce qu'on a dit ce matin avec Imatera, avec tous les intervenants, c'était que s'il n'y a pas de l'enthousiasme là-dedans, on ne va pas emmener les gens à l'abattoir en fanfare, ça ne va pas le faire, et la masse des citoyens, éduqués ou pas, ne va pas suivre. Voilà, ça fait déjà beaucoup pour une première question. Excuse-moi Fabrice. Ça, on avait déjà posé des questions, comme ça, le spectre est large.
Écoutez, ravi d'être parmi vous. Donc moi je travaille dans un grand groupe industriel français, multi-activités, depuis des décennies. Ça fait 34 ans que j'y suis, et 16 ans dans les fonctions RSE. Et c'est vrai que depuis 16 ans, les choses ont quand même notablement changé. Ça, c'est plutôt l'aspect positif. On est passé, comme je dis souvent, de la plus importante des choses secondaires en ce qui concerne la RSE à des sujets maintenant qui sont débattus au plus haut niveau dans l'entreprise. Mais c'est là que tout commence, en fait. C'est qu'on a un système qui s'oppose à un autre. On a le système de la croyance d'un monde infini, avec son dogme principal qui s'appelle la croissance. Et puis maintenant, des scientifiques qui nous alertent depuis des décennies sans être entendus, et puis qui disent ben non, c'est pas possible d'exploiter sans fin des ressources finies, parce que c'est physiquement et mathématiquement insoutenable. Donc tant que ça ne se voyait pas, parce que la planète était quand même très grassouillette et très résiliente, il n'y a pas eu de trop conséquences, mais maintenant ça se voit, ça se ressent, puis on voit bien que tout est en train de se déliter au niveau des écosystèmes, dans la biosphère, la lithosphère, la pédosphère, la cryosphère, et que les limites planétaires, la 6 sur 9 qui ont été dépassées, et que la croyance, ce fameux dogme de la croissance infinie, il n'est pas soutenable. Mais malgré tout, on est dans cette phase mixte où il y a deux mondes qui s'opposent, le monde fini et le monde infini. Et tant qu'on n'aura pas basculé dans l'humilité, qu'il va falloir qu'on se resynchronise au vivant, on sera dans cette petite bataille et on aura du mal à accepter en fait les conséquences de notre inconséquence. Et ce que j'essaie de faire, moi, modestement, dans mon entreprise, c'est déjà de dire la vérité de la science. Donc, je suis le Greta Thunberg de groupe B, voilà, le plus vieux. Et parce que je me dis, il y a deux façons de se faire sortir d'une boîte. C'est faire yes man, comme la plupart des cas dans les boîtes, de dire aux patrons ce qu'ils ont envie d'entendre, ou de dire, non, c'est pas ça qui va se passer, parce que de toute façon, les scientifiques nous l'ont dit, tout montre qu'ils ont raison, et que on a tout intérêt à changer de trajectoire. Et donc, que les déterminants du business doivent être modifiés, et pour ça, il faut entraîner avec nous ce qu'on appelle, c'est un peu pompeux, mais l'écosystème de l'entreprise, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a une grosse supply chain, il y a des clients accessoirement, et puis il y a la régulation. Alors quand bien même on voudrait changer tout seul, si l'écosystème ne veut pas, c'est un peu compliqué. Donc, après avoir beaucoup réfléchi sur la façon de faire évoluer les choses, j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Comme ça m'a permis de bien comprendre qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient et puis des trucs qui ne fonctionnaient pas. Alors au tout début, lorsque Sarkozy avait lancé le Grenelle de l'environnement, donc on était sur le registre que les écologistes ont souvent utilisé, à tort, qui était le registre de la peur. On disait, voilà, si on ne fait pas ça, vous allez voir, ça va se réchauffer très fort, il va y avoir des problèmes environnementaux dramatiques, la biodiversité qui s'effondre, etc. Et on s'aperçoit que finalement ce message de peur basé sur des données complètement vraies, par ailleurs, ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas pourquoi dans le cerveau humain ça ne fait pas une réaction, mais force est de constater qu'à part 5 ou 6% de gens qui ont pris conscience de ça, sur les autres, ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard, quoi. Ça n'imprime pas. Attends, c'est un peu la chanson de Jacques Dutronc, j'y pense puis j'oublie. C'est pas votre génération, mais moi je m'en souviens. Et donc ce discours-là pour faire réagir les donneurs d'ordre, les décideurs, ça n'a pas fonctionné. Alors après, on a cru beaucoup dans la régulation. On s'est dit, comme on n'arrive pas de nous-mêmes à nous auto-réguler, on va demander à ce qu'il y ait des régulations fortes pour qu'on arrête de faire n'importe quoi. Et c'est vrai que la régulation nous a fait progresser, mais la régulation, c'est pas hyper fun. Et comme il y en a qui sont quand même assez lâches, cyniques, menteurs, cupides, etc., dans les entreprises, il y a des gens qui demandent plus de régulation, il y en a d'autres, dans les mêmes proportions, qui sont souvent plus forts, qui demandent moins de régulation. Et donc la régulation nous a beaucoup aidé ces dernières années, et là on arrive on a tellement rien branlé depuis 30 ans que la régulation s'est beaucoup exacerbée, et là on arrive à une vague de régulation extraordinaire, mais on sait que ça ne suffira pas, malgré cette régulation, donc le combo magique, taxonomie, devoir de vigilance, demain CSRD, et en France on avait un petit peu anticipé tout ça, avec le Grenelle 2 bien sûr, l'article 225, la DPEF, mais malgré cette régulation, on s'aperçoit que ça n'a en rien changé les trajectoires écocides de l'humanité et puis des entreprises et de la France. On est loin d'être un bon élève, même si il faut reconnaître que quand on se compare un peu à d'autres pays, enfin à d'autres démocraties, on peut dire qu'on
on a la chance d'avoir des intellectuels en France sur ces sujets qui nous guident un peu, et on a peut-être un niveau de conscience légèrement supérieur à d'autres, mais encore, je crois qu'il faut être très modeste, parce que même si je ne prends plus l'avion, que je ne voyage plus très loin, il y a dans tous les pays aujourd'hui des mouvements qui émergent pour accompagner les entreprises notamment. Alors, ce que j'ai découvert super tard, et ça je regrette de l'avoir découvert si tard, c'est que finalement ce qui fait bouger le plus les gens dans n'importe quel domaine, c'est pas le registre donc, de la peur ni le registre de la régulation, c'est le registre de l'émotion. Et alors ça je regrette vraiment d'avoir découvert très très tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et finalement quand on arrive à émouvoir les gens, quand on arrive à leur faire comprendre l'amour du vivant, ne serait-ce que ça, la beauté, la magie en fait, et lorsqu'on arrive à le matérialiser avec des mots, ou avec des films, avec des chansons, des documentaires, avec des récits, voilà, on va rentrer dans l'ordre des récits, bah, là pour le coup ça, on sent qu'il peut y avoir un vecteur d'accélération. Je vais vous raconter une histoire. J'étais il y a 2-3 ans au Stade de France avec Madame Masson-Delmotte, que tout le monde connaît ici, et on avait été voir un concert, on était invité par une boîte, donc c'était pas pour l'amour de la musique de ce groupe, dont j'ai déjà oublié le nom, hein, pour dire à quel point, mais il y avait 100 000 personnes dans le stade qui chantaient, qui dansaient, c'est un groupe anglais, et puis Madame Masson-Delmotte me dit, mais c'est quand même extraordinaire de voir autant d'émotions, autant de symbiose finalement, avec des gens qui ne se connaissaient pas, qui étaient à l'unisson par rapport à ce concert. Et elle me disait que quand elle faisait des conférences sur la fin du monde, hein, quand elle présentait le rapport du GIEC, ben, il y avait 50 personnes dans la salle, toujours les mêmes, qui étaient déjà convaincus. Et puis voilà, elle me dit, mais comment moi j'amène 50 personnes, et eux ils arrivent à plusieurs milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, en payant en plus, alors qu'elle faisait ses conférences gratuites. Ben, toute la différence c'était l'émotion en fait. Voilà. Et donc maintenant, dans mon entreprise, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des conférences qui sont basées sur, non pas seulement la dénonciation, ou plutôt on n'énonce pas simplement des vérités scientifiques, mais on essaie de toucher le cœur des gens en utilisant des outils pédagogiques hein, que vous connaissez tous. Alors on en a développé par nous-mêmes, bien sûr toute la kyrielle des fresques, hein, ça c'est quand même un super outil, mais aussi des séminaires un peu plus puissants pour réinventer les modèles d'affaires. Parce qu'en fait, tout est un problème de modèle d'affaires dans une entreprise. Dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. Et si on dit aux entreprises qu'il faut baisser les externalités environnementales négatives ou sociales, et qu'on ne donne pas d'autres leviers que simplement on va réduire ceci, on va réduire cela, ben on ne va pas y arriver. Donc, parce que c'est pas en améliorant c'est pas en améliorant ce qu'on a toujours fait qu'on va changer quoi que ce soit en réalité. Il faut vraiment avoir des ruptures. Et pour avoir des ruptures, il faut adopter des nouveaux modèles. Alors, les nouveaux modèles, c'est quoi? On a regardé avec ma co-autrice Céline Puffardi-July, en 2017, on a décidé d'écrire l'entreprise contributive. On a regardé les entreprises qui étaient les plus en avance sur la reconfiguration de leur modèle pour aller vers ce qu'on appelle net zéro impact, c'est-à-dire créer de la valeur économique sans détruire de la valeur écologique, sans pression environnementale au-delà de ce que la planète est capable de régénérer par elle-même. Et en fait, on a identifié plusieurs dizaines d'entreprises, plus de 100 au total, même s'il n'y a que 43 exemples dans le livre, et on s'est aperçu que dans des entreprises de tout secteur, le premier levier de ces entreprises, quand elles établissaient leur stratégie, elles n'établissaient pas leur stratégie par rapport au marché, mais par rapport aux limites planétaires. Donc c'est quoi mon droit à émettre en CO2? C'est quoi les matières premières que j'utilise? D'où viennent-elles? Est-ce que ces matières premières sont en déplétion? Est-ce qu'on est au-delà du pic d'extraction? Est-ce qu'il y a un processus industriel ou pas de protection, de régénération, de réparation? Et ces entreprises donc essayent d'être en symbiose avec leur écosystème pour le déterminant numéro 1 du business, que sont les matières premières et l'énergie qui est nécessaire pour transformer le monde et créer la valeur économique. Et donc ça, il faut être vachement humble quand on fait ça, mais quand on sait bien le faire, on s'aperçoit que on arrive à mieux comprendre ces impacts et mieux agir en fait sur la façon dont on peut diminuer, voire supprimer les impacts négatifs. Donc partir des limites planétaires,
Et actuellement, je vous annonce quelque chose d'important. Donc, Carbone 4, le cabinet que vous connaissez tous, est en train de travailler sur un modélisateur. Donc ça, on attend avec impatience ce modélisateur, où lorsqu'on va, les entreprises vont établir leur plan d'affaires, elles vont indiquer dans leur plan d'affaires, à partir de leur plan d'affaires, elles savent que, par exemple, je vous donne un exemple pour Bouygues, on va faire 25 000 logements en 2024 ou 2025. À 25 000 logements, on est capable de dire la quantité de ciment, la quantité de bois, la quantité d'acier qu'il faut pouvoir mobiliser pour construire ça. Donc on va rentrer ça dans le modélisateur, on va faire sur Hunter, on va regarder si ça passe par rapport à ne serait-ce que notre droit à émettre, qui est zéro aujourd'hui si on était honnête avec nous-mêmes. Et c'est un peu l'équivalent de ce que Meadows avait fait au niveau macroéconomique en 1972. Là, on va le refaire au niveau microéconomique. Et si ça ne passe pas, si on voit qu'on est au-delà des limites, eh bien, il faut reprendre son modèle d'affaires jusqu'à temps que ça passe. Donc ça va être important pour les entreprises de partir des limites planétaires, parce que de toute façon, la capacité de charge de la planète a tellement été dépassée depuis des décennies, que de toute façon, on va devoir, tôt ou tard, revenir dans les limites planétaires si on veut donner un avenir à l'humanité. Donc autant le faire le plus tôt possible pour éviter de dégrader trop le fonctionnement des écosystèmes qui sont indispensables à la vie. La deuxième chose, pour mettre en place une approche régénérative ou contributive, c'est bien sûr, ça a été dit, tu l'as dit, c'est on ne va pas pouvoir continuer de fabriquer tout et n'importe quoi. Et donc c'est tout l'enjeu du renoncement. Et ça, dans un gros groupe comme le mien, on se commence à se poser des questions. Alors ça vient de partout les questions, ça vient des collaborateurs qui ne veulent plus travailler sur des projets écocides. Ça vient de plus en plus aussi des parties prenantes extérieures, des ONG, ça fait longtemps qu'ils nous le disent, mais maintenant on les écoute un peu plus, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, la réputation, l'image, c'est des choses qui comptent de plus en plus. Et donc c'est là, pour maintenir ce qu'on appelle la license d'operate, on sait très bien qu'on ne pourra plus répondre à tout et n'importe quoi. Donc, est-ce que demain, des grands groupes industriels comme les nôtres, on va continuer de répondre à des appels d'offres d'autoroutes à 3 voies dans des forêts primaires ou des terminaux d'aéroports? Tu peux donner 2-3 exemples de ce que vous avez refusé récemment là, chez Bouygues? Non, je ne donnerai pas d'exemple. Tu n'as pas le droit d'en parler. Mais il y en a. Okay. Voilà. Et ça aurait été inimaginable il y a quelques années. Et il y a de plus en plus de... Je peux attester qu'il y en a. Oui, je sais bien qu'il y en a. Et je sais qu'il y en a aussi dans les entreprises du réseau C3D. On en discute beaucoup. C3D, c'est 300 entreprises. Et on en discute au niveau du conseil d'administration. De plus en plus d'entreprises. Alors, elles hésitent pour 2 raisons. Elles hésitent d'y aller sur certains projets parce qu'elles ont peur. Essentiellement, c'est l'image aujourd'hui, les dégâts collatéraux liés à des enjeux d'image. Mais aussi, heureusement, il y a quelques perceptions personnelles qui leur disent, non, là, il faudrait peut-être qu'on arrête de déconner et qu'on arrête de répondre à ce genre de trucs. Alors, la raison d'être, ça doit nous aider à discriminer dans notre portefeuille de solutions qu'on propose à nos clients, les business essentiels et puis les business qui le sont moins. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses dans nos vies et dans les infrastructures qui ont été construites jusqu'à présent. Il y a des choses qui sont essentielles, des hôpitaux, des écoles, etc. Et puis il y a beaucoup d'infrastructures qui, franchement, si elles n'existaient pas, ça ne changerait pas grand-chose à l'humanité. Et c'est vrai pour les produits du quotidien, c'est vrai pour tout. Et comme il va falloir qu'on divise par 2 l'empreinte carbone d'ici 2030 et qu'on fasse moins 90% d'ici 2050, il y a tout un tas de trucs qu'il faut qu'on arrête de faire. Et ça, par quoi on remplace? On ne pourra pas remplacer que par des activités essentielles, donc il va falloir qu'on fasse ralentir l'économie. Ralentir l'économie. C'est vraiment le gros mot là. Et pourtant oui, l'économie va ralentir de toute manière. Elle a déjà commencé à ralentir. On compense par de la dette ce que les flux physiques ne peuvent plus nous donner. Je ne vais pas vous faire mon Jean Covici de base, mais ça c'est de la physique de toute manière. Et comment on va surfer en fait sur ce ralentissement pour arriver sur le pilier le plus important de l'entreprise contributive? Je reparlerai du 3e et du 4e. On va directement aller sur le 5e. C'est comment on mesure la valeur. Et la valeur aujourd'hui dans les entreprises, c'est uniquement sa capacité à générer du cash et à verser des dividendes pour les actionnaires. C'est ça en fait la valeur. Et ça ne peut pas durer, bien entendu. Ça ne peut pas durer uniquement comme cela, parce qu'il y a 3 capitaux à maintenir, vous le savez, pour que l'entreprise se maintienne son activité. C'est bien sûr le capital naturel, dont tout dépend en réalité, et qui aujourd'hui n'apparaît pas dans les comptes, compte tenu que quand vous prenez des matières premières dans la nature, ces matières premières sont gratuites,
Et donc il n'y a aucune obligation légale aujourd'hui, et c'est ça le drame de l'humanité, c'est que notre système comptable mondial n'oblige pas les entreprises à internaliser dans leur compte les dégâts opérés à la nature. Donc on peut émettre du CO2, on peut polluer les rivières. Alors bien sûr, il y a le droit environnemental a fixé un certain nombre de seuils, mais le droit des hommes est largement en deçà de ce qu'il faudrait faire si on voulait maintenir la planète dans un bon état. Donc se dire je suis compliance par rapport au droit, eh bien c'est en aucun cas suffisant. Donc maintenir le capital naturel, ça sous-entend eh bien, de mettre en place dans son process opérationnel, dans sa façon de fabriquer un ouvrage par exemple, les sommes qui sont nécessaires pour ne pas avoir à générer d'impact négatif. Je coupe un arbre pour faire ma charpente, je m'assure qu'il y en a au moins 8 qui ont été plantés et protégés pendant au moins 40 ans pour être sûr de renouveler la ressource que j'ai utilisée. J'utilise X mètres cubes d'eau potable pour mon process, je m'assure de rendre à la nature au moins la même quantité d'eau au coût de maintien, donc avec le process d'épuration et de nettoyage qui permettra d'avoir la même qualité en exor que ce que j'ai récupéré à l'entrée. Et ça, aucune entreprise ne fait ça aujourd'hui correctement parce qu'il n'y a pas d'obligation de le faire. Et d'ailleurs, si elle le faisait, elle serait notablement moins rentable. Parce qu'aujourd'hui, plus une entreprise pollue, en réalité, plus elle gagne de l'argent. Et parce qu'elle ne paye pas, je dis souvent, elle compte ce qu'elle gagne, mais elle ne compte pas ce qu'elle doit. Donc on appelle, nous, au C3D, au Shift, bien sûr, et puis tous ceux qui sont à peu près réalistes sur ces enjeux, on appelle à la mise en place le plus vite possible d'une comptabilité multicapitale. Alors peut-être que la CSRD sera la dernière régulation avant ce passage à la comptabilité multicapitale, parce que la CSRD va obliger les entreprises à définir des trajectoires de décarbonation, des trajectoires de protection de la biodiversité. Donc on est à l'antichambre, parce que qui dit trajectoire dit moyen, dit jalon, dit vérification en assurance raisonnable que les progrès que l'entreprise va réaliser sont bien réalisés. Donc il y aura une vérification. Je trouve ça très bien, cette régulation, il était temps qu'elle arrive, mais j'ai peur qu'elle arrive trop tard compte tenu du temps qui nous reste, c'est-à-dire extrêmement peu de temps. Donc on revient au modèle d'affaires contributif. Le modèle d'affaires contributif, c'est forcément un modèle linéaire, c'est forcément un modèle circulaire par rapport au modèle linéaire qui s'impose aujourd'hui, parce que la vraie liberté demain, ça sera de pouvoir jouir de tout sans rien posséder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, il faut les inciter à fabriquer des produits, des solutions ultra durables dont les entreprises vont rester propriétaires. Donc on va vendre l'usage. Je m'amuse à dire souvent dans les conférences que personne n'achète une vache pour boire un verre de lait, personne n'achète une paire de skis quand il fait 2 jours de ski par an. Cette économie d'usage, elle existe déjà en réalité. Quand on prend l'avion, à part quand on est milliardaire, on prend l'avion collectif. Je vous encourage à ne plus prendre l'avion, enfin quand on le prenait. Et donc cette économie du partage, cette économie de la fonctionnalité, c'est un gros avantage, c'est qu'on va fabriquer moins de produits, donc moins de produits, moins d'économie extractiviste, on va en fabriquer moins forcément, mais on va intensifier l'usage. Donc, parce qu'on n'utilise pas toujours tout en même temps. Et on va donc pouvoir lisser l'utilisation des produits du quotidien. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on porte tous les jours, ou qu'on utilise tous les jours, donc là, on le gardera en permanence, mais on n'est pas obligé d'être propriétaire de son smartphone, on n'est même pas obligé d'être propriétaire de son jean. Et cette notion, ce rapport à la propriété, il va falloir que notre cerveau considère que ce n'est pas parce qu'on n'est pas propriétaire qu'on n'est pas riche, en fait, qu'on n'est pas riche de l'utilisation de services. Et donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est le modèle, on voudrait même, nous, alors chez Bouygues, je vous donne un exemple chez Bouygues quand même. Donc, on avait été, il y a 15 ans, on avait inventé le bâtiment énergie positive. C'est le bâtiment qui produit plus d'énergie renouvelable qu'il en consomme sur un an. On était contents de nous, donc pour qu'il en produise plus, il fallait qu'il en consomme moins, donc on l'avait rendu ultra passif. Et on avait tartiné de panneaux solaires pour que, in fine, lorsqu'on faisait le sigma des kilowattheures produits sur un an, c'était supérieur au nombre de kilowattheures utilisés pour son fonctionnement. On en a fait des dizaines comme ça. Et puis on s'est aperçu que le problème, c'était pas l'énergie, c'était le carbone. Donc il fallait être en carbone positif. Alors là, on s'est dit, voilà, carbone positif, mais comment on va pouvoir arriver à fabriquer des bâtiments ou les rénover net zéro? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est net zéro, parce que moins 90% dans 25 ans, il faut commencer tout de suite, la courbe d'apprentissage Taguchi. Donc, on s'est dit, la première chose qu'il faut pouvoir faire,
c'est d'être dans une logique de réemploi. C'est-à-dire déjà de récupérer tout ce qu'on peut récupérer dans les BHU, les bâtiments d'usage, remettre en état les équipements qu'on peut récupérer, les chemins de câbles, les faux planchers, etc., pour pouvoir ensuite les réimplanter dans les bâtiments rénovés, les bâtiments neufs. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et on va ouvrir la plus grande plateforme de réemploi, la Vitry-sur-Seine, où les bâtiments qu'on déconstruit, on les démolit plus, on les déconstruit, on va récupérer les éléments. C'est comme dans un bâtiment, c'est comme dans le cochon, hein. Tout est récupérable en réalité. Et on va pouvoir ensuite les réutiliser après à les avoir numérisés, ces éléments finis. Voilà. Et donc ça, le gros intérêt, c'est quoi? Tout ce qu'on aura besoin de refabriquer, eh bien, ça comptera pour zéro dans le bilan carbone. Et ça sera excellent pour la partie matériaux et équipements. Mais on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin parce que ça ne suffit pas pour faire du net zéro, ça. Il faut aussi, bien entendu, faire en sorte que nos fournisseurs et nos sous-traitants, parce que dans toutes les entreprises, le scope 3A, c'est l'essentiel de l'empreinte carbone, et c'est vrai pour nous aussi, hein, c'est à peu près 70% de notre empreinte. Comment on peut faire pour que notre supply chain, ceux qui fournissent les équipements, eh bien, rentrent dans la même logique que nous? Et là, on rentre sur ce qu'on appelle le Material as a Service. Ça, c'est une révolution, hein. On verra bien si ça marche. On a quelques prospects aujourd'hui qui sont d'accord de travailler sur ce sujet, où au lieu d'acheter, quand on fait un bâtiment n'importe lequel, des logements, ou un bâtiment tertiaire, ou un bâtiment industriel, au lieu d'acheter l'éclairage, l'ascenseur, les ascenseurs, les bornes de recharge, les véhicules électriques, les panneaux solaires, certains éléments de façade, on va demander aux industriels de les louer, de nous les louer. Et on paiera à l'usage, un peu comme un photocopieur, où on n'achète plus de photocopieurs, on achète des copies en fait, hein. Et là, ce système de matériel as a service, ça va inciter nos partenaires à nous faire des trucs hyper costauds, où ils seront complètement maîtres de la chaîne de valeur de A à Z. Ça leur permettra de mieux anticiper donc, dans leur processus d'éco-conception, le recyclage et le réemploi eux-mêmes, et on les rémunérera à l'usage. Ça s'appelle l'urban mining. Ça paraît une révolution. Ça donne du fil à retordre à nos financiers, parce que, ah oui, d'accord, on va baisser le CAPEX, mais ça va augmenter l'OPEX. Alors comment on va financer l'OPEX qui va augmenter? Eh bien, il faut qu'on intensifie l'usage. Ah bah tiens, ça aussi, on n'y avait pas pensé. L'intensification d'usage, c'est quoi? C'est que toutes les infrastructures aujourd'hui bâties dans le monde entier sont structurellement sous-utilisées. Et ça, on le sait maintenant. On le sait parce qu'on a des capteurs qui nous disent que les bâtiments tertiaires, c'est 20-25% du temps, les logements, c'est 50% du temps, les bâtiments tertiaires publics, c'est 18 à 15%, enfin entre 15 et 18%. Et le résultat, le bâtiment, il est vide. Et encore, dans les bâtiments, il y a certains espaces qui sont plus ou moins utilisés. Donc là, tout l'enjeu pour des industriels comme nous maintenant, et c'est pour ça qu'on a racheté d'ailleurs Equance, ça sera de faire rentrer le dehors dedans. C'est-à-dire, quand on va livrer un ouvrage à un client, on va lui dire, voilà, quand vous êtes là, vous le preneur, quand vous êtes là, quand vous avez besoin des espaces, mais bien sûr, vous avez la priorité absolue, parce que vous êtes le preneur, c'est vous qui payez le loyer principal. Mais quand vous n'êtes pas là, quand vous n'utilisez pas le parking, quand vous n'utilisez pas la salle polyvalente, quand vous n'utilisez pas le restaurant d'entreprise, quand vous n'utilisez pas les différentes salles, est-ce que vous nous autorisez à trouver des utilisateurs secondaires pour utiliser ces espaces ? Moyennant finance, bien entendu, avec un processus de yield management, de pricing adapté en fonction de la demande. Et là, on fait rentrer du cash supplémentaire dans le compte d'exploitation, ce qui permet de payer le surloyer des OPEX du matériel as a service, et ça permettra, in fine, de moins construire, parce qu'on aura des bâtiments qui seront plus utilisés, donc des infrastructures qui seront plus mono-utilisateurs, mais qui seront pluri-utilisateurs. Il faut conclure. Voilà. C'est pas intéressant ce que je vous dis? C'est super intéressant, malheureusement. Et bon, alors, etc. Il y a d'autres leviers qu'on peut, bien sûr, changer les matériaux de construction, etc. Et quand on fait le Sigma, tout ça, parce qu'il n'y aura pas une solution unique, c'est ultra complexe. On est vraiment on va rentrer dans un monde de complexité, on le savait déjà. Mais donc, avec mes équipes, on est quelques-uns à avoir développé donc, des outils méthodologiques pour accompagner les comités de direction sur la réinvention d'un modèle d'affaires. On en a une soixantaine aujourd'hui, y compris dans la téléphonie mobile, pour aller vers l'ultra-sobriété d'usage. Ça s'appelle offre source, tapez sur Internet, vous verrez. Hein, plus vous avez un forfait data capé, on n'a pas fait trop de pub parce qu'on est en bêta pour l'instant, et vous êtes récompensé pour toutes les datas que vous ne consommez pas. Donc c'est une incitation à la déconsommation. C'est pas beau ça? Et c'est une entreprise privée qui vous dit ça. Hein, et c'est possible, et ça nous arrange. Parce que pourquoi ça nous arrange? Parce que si vous ne consommez pas ces datas, mais vous n'utilisez pas les antennes, vous utilisez moins d'énergie, pas les data centers, mais finalement on s'y retrouve aussi, nous. Et comme ça, tout le monde est content. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un problème de solution. Voilà, ma conclusion c'est ça. Ce n'est pas un problème de solution, c'est un problème de volonté politique. C'est un problème de courage,
c'est un problème d'être persévérant aussi dans le courage, parce qu'il ne faut pas être courageux seulement une seule journée, mais il faut vraiment être résilient dans le métier qu'on fait, et surtout raconter des belles histoires, raconter l'histoire que finalement, on va rentrer dans un monde moins matériel. Aujourd'hui, on a un monde où on est riche en liens, mais pauvre en liens, et il faut booster ces liens qui rendent heureux. Et Timothée Parric m'a appris un truc extraordinaire. Pour ceux qui l'ont déjà écouté, forcément, vous connaissez cette histoire, mais j'aime bien cette histoire, où il dit qu'il a entendu, je ne sais plus dans quel pays, une expérience qui avait été faite avec des malades en phase finale d'une maladie chronique type cancer, qui sont en soins palliatifs, et à qui on demande, en fait, il leur reste quelques jours à vivre, s'ils devaient rembobiner leur vie, qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire de mieux, quoi, de différent en tout cas. Il n'y en a pas un qui leur a dit, pendant l'expérience, qu'ils auraient adoré optimiser le BFR ou fabriquer plus de machines-outils ou de faire plus de tableurs Excel. Non, pas du tout. Ils ont tous dit la même chose, en fait. Ils ont tous dit qu'ils auraient aimé passer plus de temps avec leur famille, apprendre un instrument de musique, faire du théâtre, se reconnecter à la nature. En fait, ils avaient besoin de l'essentiel, en fait. Et l'essentiel, c'est la vie. Voilà. Bravo.